Voilà, je vais vous demander de rejoindre vos places. Karine. On va pouvoir commencer, mesdames et messieurs, chers et chères alumni. Nous avons le grand plaisir d'accueillir ce soir Pierre Krenbuhl, directeur général du CICR. Tout à l'heure, nous avons eu notre assemblée générale de l'Association des alumni et c'est l'heure de la conférence. Avant de donner la parole à Monsieur Krenbuhl pour une conférence intitulée « Préserver l'humanité dans un monde polarisé, actions et dilemmes du CICR », permettez-moi de vous présenter rapidement son parcours. Vous aurez l'occasion, bien sûr, après la conférence, de lui poser vos questions durant une session de questions-réponses. Des micros circuleront et vous pourrez vous adresser à Pierre Krenbuhl. Il est directeur général du Comité international de la Croix-Rouge depuis le 1er avril 2024. Il est chargé de diriger les activités humanitaires mondiales du CICR, qui est une énorme organisation, 18 000 collaborateurs, plus de 100 pays et un budget annuel de plus de 2,1 milliards de dollars. Big job, donc. Bravo à vous. Pierre Krenbuhl, vous êtes un alumnus de l'Université de Genève, puisque entre 85 et 91, vous avez effectué vos études en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Genève et à l'Institut universitaire des hautes études internationales. Et depuis, vous avez consacré plus de 30 ans au secteur humanitaire, dont 25 ans à des postes de premier plan au CICR, dont délégation et au siège. Vous avez notamment été directeur des opérations et conseiller personnel du président du CICR. Vos missions sur le terrain vous ont conduit au Salvador, au Pérou, en Afghanistan, en Bosnie-Herzégovine. Vous avez été chef des opérations pour l'Europe centrale et du Sud-Est, c'était 1998-2000. Et puis, avant de retourner au CICR en 2021 en tant que directeur général, vous avez dirigé l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés en Palestine, dont on parle beaucoup ces temps-ci, le fameux UNRWA. C'était de 2014 à 2019. C'est un grand honneur pour nous de vous avoir ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous vous écoutons avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Romain Jean. Merci à Karine Niland aussi pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir très particulier d'être là ce soir parce que ce sont des salles dans lesquelles, évidemment, j'ai longtemps écouté d'autres personnes, des professeurs éminents de l'Université de Genève. Donc, c'est vrai que c'est une émotion particulière d'être là avec vous ce soir. Ravi de participer à cet événement spécial et j'apprécie vraiment l'opportunité d'échanger avec vous un certain nombre de réflexions sur l'état du monde, sur l'évolution de l'action humanitaire. C'est des sujets qui nous tiennent à cœur, me tiennent beaucoup à cœur. Donc, le plaisir est vraiment très particulier. Le moment le plus intéressant pour moi, ce sera évidemment l'échange avec vous, de vous entendre sur vos questions, vos préoccupations, vos avis. Mais j'aimerais juste toucher et aborder quelques thématiques qui sont non seulement présentes dans le travail quotidien du CICR, mais qui m'ont aussi accompagné tout au long de ces 30 années passées dans les différents théâtres de conflits que vous avez évoqués et rappelés à l'instant. Et le point de départ qui pour moi est le plus important, c'est le lien intime à ce que c'est que la guerre. Et je le mentionne parce que c'est une des choses les plus difficiles à rendre sur un plan journalistique, sans doute, mais aussi sur le plan du message des humanitaires, sur le plan de notre relation individuelle à la guerre, car en réalité, nous avons toutes et tous, quelque part, un lien à un sujet qui tient à la guerre, qui est lié à la guerre et au conflit armé, que ce soit par nos études, par les sujets que nous avons approfondis dans le cadre des années à l'université ou ailleurs, que ce soit par un proche de l'un ou l'autre d'entre nous qui a disparu
pendant un conflit, qui a été affecté plus directement, l'une de nos familles peut-être, un lien à la conflictualité, ou tout simplement par l'intérêt personnel qu'on peut porter aux nouvelles, à la marche du monde, à tout ce qui se passe dans le monde autour de nous, que ce soit aujourd'hui en Ukraine, en Israël, à Gaza, au Soudan, au Myanmar, ou bien sûr ailleurs sur la planète. Donc toutes et tous, nous avons d'une façon ou d'une autre, nous sommes façonnés, nous avons un lien personnel. Souvent, ce qui me frappe, c'est que ce lien s'exprime par ou se traduit par une forme de fascination que la guerre a tendance à exercer sur l'être humain, soit parce qu'on s'intéresse aux dynamiques de conflit, c'est souvent lié au changement de ligne de front, aux différents acronymes des forces combattantes qu'on étudie, qu'on observe, qu'on regarde quand elles évoluent, ou du type d'armement utilisé, des dynamiques politiques au cœur des conflits. Quand vous travaillez au CICR, il y a un sujet qui est au centre, et c'est l'être humain. C'est l'impact de la guerre sur les êtres humains pris dans l'horreur de la guerre. Et c'est ça que j'ai toujours trouvé extrêmement difficile à traduire en mots. Parce que nous avons toutes et tous des choses qui nous ont touchés, soit dans des lectures que nous avons faites, un livre qui nous a impressionnés, qui traduit particulièrement avec force et émotion ce que c'est que de traverser la guerre. On a toutes et tous vu un documentaire ou un reportage à la télévision, nous avons toutes et tous entendu un témoin ou une victime de conflit nous parler de ce que c'est que la guerre. Mais j'ai toujours eu le sentiment que même les meilleurs reportages, même les documentaires les plus impressionnants ont de la peine à traduire ce que c'est que véritablement l'horreur de la guerre. Et en fait, la guerre, c'est ce moment où un groupe armé arrive sur la colline en face de votre village et que vous avez quelques minutes pour vous décider de ce que vous allez emporter avec votre famille. Est-ce que vous allez prendre les papiers personnels, les papiers de la documentation nécessaire à survivre à l'exil, ou est-ce que vous allez prendre quelques biens précieux, vous en emparer et partir avec? Et en fait, au moment où vous réunissez les quelques petites choses que la période vous laisse réunir, vous vous souvenez soudainement qu'en fait, l'un de vos enfants se trouve encore dans la cour d'école à quelques centaines de mètres et vous n'êtes pas sûr que vous allez arriver à temps pour l'emmener avec vous. C'est ça, l'horreur de la guerre. La guerre, c'est aussi ce moment où on vous conduit, les yeux bandés, le long d'un couloir d'un lieu de détention et que vous entendez les cris des autres détenus torturés dans les cellules voisines. C'est ça, l'horreur des conflits armés. C'est aussi, et ça c'est une des choses peut-être les plus lourdes auxquelles on peut être confronté dans le travail humanitaire, le sort d'un proche disparu. C'est le nombre de familles, et ça a été un de mes premiers souvenirs en Amérique latine, des communautés qui me disaient, vous savez, ça fait des années que nous attendons, nous n'avons aucune nouvelle, chaque fois que le téléphone sonne, nous croyons, chaque fois que quelqu'un frappe à la porte, nous espérons, mais la plupart du temps, en vain. C'est ça, la réalité de la guerre. Il s'agit aussi du regard que beaucoup de nos collègues, et moi y compris, avons vu trop souvent au fond des yeux de parents qui se trouvent au bord d'un lit d'hôpital avec leur enfant blessé grièvement sur ce lit d'hôpital, avec le regard que vous pouvez imaginer de parents qui n'ont pas pu protéger leur enfant. Ça, c'est mon expérience de la réalité de la guerre. Donc il ne s'agit pas avant tout de parler des humanitaires. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit des personnes pour lesquelles nous sommes là, pour lesquelles nous sommes engagés, qui sont les victimes des conflits armés, les populations affectées par ces conflits armés. C'est les peuples qui vivent l'horreur de la guerre. Et je voudrais insister sur le point qu'il n'y a pas d'anonymat dans la souffrance. Il n'y a pas de conflits en réalité oubliés. C'est un terme qu'on entend beaucoup, les conflits oubliés. Mais les conflits ils sont peut-être oubliés par les personnes qui ne les vivent pas. Mais les personnes qui les vivent, c'est un souvenir constant, permanent, d'une brutalité absolue, avec les horizons qui se sont fermés, parfois pour le court terme, souvent pour le moyen et long terme. Ce sont donc des événements cruellement réels qui surviennent
et impacte la vie chaque jour pour des gens comme vous, comme moi. Et cette tendance qui existe dans l'histoire de l'humanité de glorifier la guerre, d'en extraire des termes héroïques, de poser la conflictualité dans une sorte de geste fondamental libérateur, c'est quelque chose qui est très différent du vécu que nous avons au CICR des réalités de la guerre. Regardez l'état du monde actuel. Nous avons toutes et tous lu des livres sur comment le monde est allé, les yeux presque fermés, s'engouffrer dans la réalité de la Première Guerre mondiale. Pouvons-nous dire aujourd'hui que nous sommes plus éveillés par rapport à certains des risques qui nous entourent? Pouvons-nous vraiment dire, en regardant les personnes et les populations qui, en 1914, n'ont pas trouvé la façon d'éviter les conflits armés qui les attendaient et qui allaient les précipiter dans l'enfer, que nous sommes aujourd'hui plus raisonnables par rapport à la marche du monde devant nous? Sommes-nous plus attentifs par rapport aux risques qui nous entourent? Nous ne sommes certainement pas dans une situation où nous pouvons prétendre que nous pouvons faire face ou que nous réussirons à éviter de nous projeter dans le drame inéluctable. Nous nous comportons en fait souvent comme si les guerres étaient tout simplement inévitables, comme si ça fait simplement partie de l'existence et de la réalité d'être un être humain sur cette planète. Alors on peut effectivement avoir le sentiment, on peut se pardonner d'avoir ce sentiment dans la mesure où, lorsqu'on ouvre nos livres d'histoire, c'est vrai que les références aux conflits, aux dates, aux noms des grands généraux qui ont parcouru l'histoire de l'humanité sont fréquentes et nombreux. Mais je pense qu'il est absolument essentiel que nous ne cédions jamais à cette logique de contempler et de penser que les guerres sont inévitables. J'y reviendrai plus tard dans ces remarques. J'aimerais me concentrer maintenant brièvement sur ce qu'est l'histoire du CICR, non pas pour vous parler tellement de l'institution elle-même, mais d'où c'est parti, pourquoi cette organisation existe et pourquoi est-ce qu'elle existe encore. Et en fait, de manière très simplement dite, le CICR est une organisation qui est née sur un champ de bataille. Donc, vous connaissez l'histoire avec Henri Dunant qui arrive à Solferino, qui voit 40 000 morts et blessés sur le champ de bataille et qui est simplement fondamentalement ce qui lui arrive ce jour-là, c'est une forme de rejet fondamental, de refus fondamental d'être indifférent ou sélectif à l'égard de la souffrance humaine et d'avoir décidé du besoin d'un engagement pour préserver la dignité des personnes touchées. C'est un engagement qu'on retrouve dans toutes les sociétés du monde, d'ailleurs. Ce n'est pas spécifique à Henri Dunant, c'est un réflexe fondamental, celui du refus d'être indifférent face à la souffrance de l'autre. Ce que j'aime personnellement dans le moment de Henri Dunant à Solferino, c'est deux choses. Une chose, Dunant, qui n'est pas médecin, qui est en fait là parce qu'il est à la recherche de contacts diplomatiques, si on veut, pour soutenir ses entreprises, son business. La première chose qu'il fait, c'est d'agir. Il mobilise dans les villages autour de Solferino des personnes, des infirmières, des personnalités pour aider, subvenir aux besoins des personnes blessées sur le champ de bataille. Donc il y a une première impulsion qui est faire quelque chose, agir. Ce que j'apprécie, c'est qu'il n'est pas face au choc des morts et des blessés, simplement rentrer à Genève pour écrire un article ou sortir une proclamation. Il agit d'abord. Au retour à Genève, par contre, il décide aussi que ce n'est pas suffisant d'agir une fois et qu'il faut inscrire cette action dans une mobilisation pour transformer la façon dont les blessés sont traités sur le champ de bataille. Et ça nous amène ensuite à la première Convention de Genève. Et cette dimension d'agir et de mobiliser, d'agir et d'influencer, ça reste le paradigme qui accompagne et qui définit encore aujourd'hui l'action du CICR. Nous voyons, nous répondons aux besoins des populations, mais nous prenons aussi du vécu, ou à partir des drames humains que nous observons, nous prenons l'initiative de chercher à limiter les moyens et les méthodes à disposition des parties au conflit sur le champ de bataille. Donc, par exemple, fin 2006, utilisation des armes à fragmentation
sur différents théâtres de conflit, le CICR décide qu'il faut participer à une campagne internationale pour interdire ces armes parce qu'elles ont un effet simplement tellement dévastateur. La même chose pour les mines antipersonnelles et autres. Donc encore une fois, ce moment particulier de Dunant, c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est un refus d'indifférence qu'on retrouve dans toutes les sociétés, communautés ou religions. Alors évidemment que les conflits ont énormément changé depuis Solferino. Les moyens à disposition, les types d'armement, les logiques de conflit sont aujourd'hui très différentes. On a traversé depuis des guerres mondiales, des guerres de libération nationale, de décolonisation, la guerre froide, bien entendu, toute la phase qui a suivi les attentats du 11 septembre 2001 et au-delà. Et aujourd'hui, on a une chose très fondamentale qui est en train de changer sur les théâtres de conflits armés, c'est la superposition du contexte physique et du contexte digital, virtuel. Et c'est vraiment quelque chose de très différent. Vous allez pouvoir rencontrer, pour celles et ceux d'entre vous qui connaissaient déjà certains anciens ou actuels collègues du CICR qui sont dans la salle, ils vous diront, la plupart d'entre nous avons grandi, si je peux dire ça comme ça, dans l'humanitaire qui avait comme point d'ancrage le contexte physique de conflit. C'est donc un contexte qui est défini par un territoire, une population, des ressources et des frontières, des groupes armés qui se battent à l'intérieur de ces frontières ou qui traversent les frontières pour s'engager dans des conflits avec les voisins. Ça, c'est ce qui a défini toute la pensée, sans doute militaire aussi, mais c'est en tout cas défini toute la pensée et la façon de faire de l'humanitaire. Mais aujourd'hui, nous sommes face à la combinaison de la réalité physique des conflits avec les moyens qui sont aussi des nouvelles technologies, que ce soit l'intelligence artificielle, les attaques cyber, les armes autonomes, la robotisation de la guerre. Et donc, on va avoir une génération qui va débuter son travail au CICR, qui va devoir intégrer, et nous, l'ancienne génération, on va devoir intégrer ça aussi à grande vitesse, parce que ça change la façon de penser la conflictualité, ça change aussi la façon d'intervenir auprès des parties sur les méthodes et les moyens que ces parties utilisent. Et donc, on est là face à une étape suivante, une forme de révolution dans les moyens qui existent et qui sont à disposition des parties pour mener la guerre. On peut parler des choses qui changent sur les théâtres de conflit, mais on doit aussi relever qu'il y a beaucoup de choses qui, dans les conflits, quels que soient les moyens, quels que soient les changements technologiques, ne changent pas. Et c'est peut-être ça qui est le plus fondamental, en tout cas dans le travail que nous faisons au CICR. Ce qui ne change pas dans les conflits, de Solferino à aujourd'hui, c'est que les conflits tuent, qu'ils blessent, qu'ils déplacent, qu'ils torturent, qu'ils humilient et qu'ils séparent des milliers et des milliers de familles chaque année. Ça, c'est la réalité de la guerre. On ne peut pas limiter ça à des statistiques. Ce sont des destins humains qui sont marqués et impactés de manière très fondamentale. Et on le voit dans des contextes aujourd'hui, que ce soit, encore une fois, dans le conflit qui oppose l'Ukraine et la Fédération de Russie. Nous avons dans le conflit en Israël et à Gaza. Nous avons ça dans de nombreux conflits sur le continent africain, la Somalie, à la République démocratique du Congo. Nous le voyons encore sous certaines formes en Colombie aujourd'hui, en Afghanistan et ailleurs. En fait, juste avant de prendre ce poste, j'ai effectué un voyage au Burkina Faso et vous avez dans certaines régions du Burkina Faso maintenant des villes entières qui sont encerclées par des groupes djihadistes et dans lesquelles il est évidemment très compliqué d'opérer. J'ai effectué avec mes collègues un voyage dans une de ces villes, Djibo, qui est au nord, juste sur la frontière, proche de la frontière malienne. C'est une sorte d'axe marchand entre le Mali, le Niger et d'autres parties du Sahel. Alors, c'est une région qui est actuellement, la ville elle-même, tenue par le gouvernement, mais encerclée par différents groupes armés. Le CICR travaille sur place avec la Croix-Rouge du Burkina Faso, approvisionnement des centres de santé, soutien à la production maraîchère et la production alimentaire locale. Mais ce qui m'a beaucoup frappé en voyant les quelques collègues CICR qui se trouvaient dans cette ville encerclée, où l'approvisionnement, parfois l'année dernière, a été interrompu pendant des mois. Donc ils se retrouvaient vraiment au cœur du Sahel. C'est que je pense que si le CICR n'existait pas encore, il serait aujourd'hui
créés dans des villes comme Djibo, parce que ça représente la suite d'un engagement fondamental pour l'humanité et entre nous. Donc les points de départ, l'endroit où le CICR est né il y a plus de 160 ans, c'est une chose, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous avons véritablement voyagé et parcouru le monde des conflits et le monde physique de la guerre tel qu'il existe, mais Djibo, dans ce sens-là, était un rappel de l'importance fondamentale. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est affecté par toute une série de dynamiques. On a parlé de la polarisation politique tout à l'heure, de la fragmentation, des confrontations croissantes. Je pense qu'actuellement, nous avons l'impression, chaque fois que nous écoutons les nouvelles, que nous regardons les informations qui circulent, que le monde est en train de descendre dans une dynamique et dans une forme de cycle de conflictualité d'une grande intensité. Nous avons la coexistence de types de conflits très différents, des conflits entre États, conflits armés internationaux dans le jargon lié au droit international humanitaire, ou des conflits armés non internationaux, donc qui se passent à l'intérieur des pays, ou encore d'autres situations de violence qu'on voit dans de nombreuses régions. Une des choses les plus frappantes ces dernières années, c'est le constat que nous avons fait de la longue durée des conflits. C'est-à-dire que si vous pensez aux principaux théâtres de conflits dans lesquels le CICR opère, ce sont des contextes dans lesquels la guerre dure depuis des décennies. Or, la plupart des gens associent l'aide humanitaire à une forme d'abord d'action d'urgence. Il y a une crise ponctuelle, les humanitaires vont entrer, vont chercher à donner de l'aide et à protéger les populations, visiter, dans le cas du CICR, des détenus, essayer de réunifier des familles qui ont été séparées par la guerre. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la réalité, c'est que nous sommes depuis plus de 70 ans dans le contexte d'Israël et des territoires occupés palestiniens, que nous sommes depuis plus de 50 ans en Colombie, depuis plus de 40 ans en Afghanistan, et la liste est longue de ces conflits. Et qu'est-ce que ça nous dit, en fait ? D'abord, on voit qu'il y a une durée qui s'installe qui n'est pas naturelle pour les humanitaires, parce que notre pensée est en principe plutôt le court terme. Et ça fait maintenant longtemps que ce n'est plus le paradigme principal. C'est aussi, ça nous dit quelque chose sur des faiblesses de mécanismes de prévention et de résolution de conflits. Je reviendrai sur cette thématique tout à l'heure. Donc, quand on pense à ces différents facteurs, la longue durée des conflits, la polarisation politique que nous voyons aujourd'hui autour de nous et dans différentes parties du monde, les nouvelles technologies qui sont à disposition, ça nous fait un environnement très particulier, rempli de défis et de problèmes auxquels faire face, et je serais très intéressé de vous entendre aussi sur vos observations tout à l'heure à ce sujet. Le rôle spécifiquement du CICR dans ces situations de conflit. Alors là, je ne vais pas remonter jusqu'à Solferino, mais on va rester sur une date qui est importante pour nous dans cette année particulièrement, puisque cette année, ce sont les 75 ans des conventions de Genève. Et ce sont donc les traités qui contiennent les règles qui s'appliquent et qui limitent les moyens et les méthodes de conflit et qui préservent la dignité des personnes civiles, détenues, blessées et autres sur le champ de bataille. Et nous avons été chargés par les États, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, de ce travail humanitaire dans les situations de conflit, dans le cadre des conventions de Genève. Notre mandat CICR est ancré dans les conventions de Genève. C'est effectivement un rôle que nous prenons très au sérieux. Nous avons aujourd'hui plus de 120 conflits à travers la planète. La plupart, nous les connaissons collectivement même pas, nous n'en sommes peut-être pas toujours conscients. Et le droit international humanitaire et la guerre contemporaine, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe à Gaza, les questions fondamentales qui vont se poser au sortir de ces conflits vont être celles de la pertinence du droit international humanitaire. À quoi sert ce droit international humanitaire si nous voyons et nous observons quotidiennement les horreurs auxquelles nous sommes confrontés? C'est une interpellation légitime et on peut tout à fait comprendre que ça soit le cri du cœur pour beaucoup de monde. Après le 11 septembre 2001, on a déjà eu toute une tendance qui a émergé de questionner le droit international humanitaire
et sa pertinence. Les questions s'étaient posées sous la forme suivante. Après le 11 septembre 2001, des politiciens dans différents pays, notamment aussi occidentaux, des représentants de milieux académiques, disaient, mais finalement, les négociateurs de 1949 n'avaient pas anticipé, et ça c'est une citation de l'époque, les négociateurs de 1949, c'est ceux qui avaient négocié les conventions de Genève, n'avaient pas anticipé un monde avec Al-Qaïda, ce qui est probablement factuellement correct, mais pas un point extrêmement intéressant d'un point de vue, parce qu'il faut se rappeler que ces négociateurs de 1949 venaient de survivre à la pire calamité que le monde avait, ou que l'humanité avait infligée à elle-même. Donc, si vous étiez négociateur en 1949, vous n'aviez pas besoin de beaucoup d'imagination sur la capacité illimitée de l'être humain d'infliger les pires horreurs à d'autres êtres humains. C'étaient les négociateurs qui avaient survécu à l'Holocauste à Hiroshima, qui avaient survécu au bombardement de Dresde, de Coventry, de Tokyo et d'ailleurs. Donc, c'était des négociateurs qui avaient une grande clarté sur ce qu'il fallait essayer de limiter. Et ce qu'ils ont négocié en 1949, c'est une sorte d'héritage des drames de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Plus tard, on a eu les protocoles additionnels qui ont encore incorporé les héritages des conflits de libération nationale et de décolonisation. On a donc là un corps de droit qui est essentiel et qui encore aujourd'hui est essentiel. Quand vous ouvrez les conventions de Genève, ne vous attendez pas à voir simplement des listes d'articles. Quand vous lisez les conventions de Genève, ce sont des articles qui sont ancrés, profondément marqués, définis, façonnés par l'horreur de la guerre. Nous avons donc une responsabilité à défendre un meilleur respect de ces conventions, à en appeler à une meilleure application. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on fait face à toute une série de réflexes qui vont dans d'autres sens, mais c'est important de continuer à défendre et à s'engager pour un meilleur respect de ce droit international humanitaire. Maintenant, le travail humanitaire lui-même, il est tout le temps défini par des dilemmes extrêmement difficiles à résoudre. Et j'aimerais juste vous donner un exemple récent, et on peut faire après un lien avec certains des dilemmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Mais très récemment a eu lieu une réunion au siège du CICR que nous avons organisée, que nos historiens ont organisée, avec toute l'équipe du CICR qui était en charge de la délégation de Kigali pendant le génocide rwandais. Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé en écoutant les collègues qui nous ont raconté, c'est qu'ils sont arrivés dans la salle et j'avais véritablement l'impression qu'ils reprenaient tout simplement la dernière discussion qu'ils avaient ou qu'elles avaient eue à Kigali. Tellement, évidemment, ils étaient encore marqués, traumatisés par les événements. Et poursuivaient un dialogue en disant, les uns disaient, mais toi, tu étais au siège et vous ne compreniez pas. D'autres disaient, nous, on était à Kigali, mais on voulait partir parce qu'on ne savait pas si ça servait à quelque chose d'être là. Les autres disaient non. Au contraire, on pensait qu'il fallait faire plus. Et ça, c'est le dilemme fondamental du CICR. Et on ne va jamais réussir à trouver la réponse parfaite. Notamment aussi sur la prise de parole. Quand est-ce que le CICR parle, dénonce ou s'engage publiquement? On pourra revenir tout à l'heure dans le débat, vous aurez peut-être des questions là-dessus. Mais ce qui est important de dire, c'est que j'étais à Kaboul en 1994. Et le soir, quand nos collègues, on était aussi au milieu de combats, mais on regardait, ce qui était la seule possibilité de regarder, c'était la BBC, et on voyait nos collègues parler depuis Kigali. Trouver les mots au milieu de l'indicible pour essayer de réconcilier le dilemme fondamental d'être là, d'avoir une réponse finalement aussi modeste face à l'horreur, mais de chercher les mots quand même pour exprimer cette dimension fondamentale de l'engagement humanitaire. J'avais beaucoup de respect pour eux, mais quand je les ai vus l'autre jour, certains pour la première fois dans la salle, évidemment, ils et elles avaient un débat beaucoup plus critique sur leur propre choix de l'époque, trouvaient qu'il fallait faire plus, qu'il fallait dire et peut-être parler plus fort et plus haut. Et c'est certain que si on se retrouve dans 10 ans, certains d'entre nous auront fait face au même dilemme dans d'autres conflits, de la Bosnie-Herzégovine à la situation du Moyen-Orient, à certains contextes en Afrique et en Asie. Donc, c'est une question très délicate. On est tous les jours face à des dilemmes très difficiles à résoudre.
Et l'un des points fondamentaux pour le CICR, c'est les questions d'accès aux populations. Et pour pouvoir accéder aux populations, nous avons fait ce choix de nous inscrire dans un principe, d'être identifié par toute une série de principes, mais je voudrais en évoquer un particulièrement maintenant, qui est celui de la neutralité. C'est un principe auquel non seulement nous sommes très attachés, mais qui est parfois critiqué, pas toujours bien compris, pas bien accepté, et ça, c'est certainement aujourd'hui amplifié par le phénomène des réseaux sociaux qui donnent un espace très grand à soulever la critique, à amener des points de divergence dans le débat. Et j'aimerais juste parler en 2 minutes de cette question de la neutralité. D'abord pour dire que personne travaillant au CICR, d'ailleurs je pense personne dans cette salle, mais personne travaillant au CICR n'est né neutre. Peut-être parfois on soupçonne ça dans nos contrées en Suisse, qu'on est produit comme ça dans des usines quelque part au fond des montagnes, mais nous ne sommes pas nés neutres. Nous avons toutes et tous le cœur au bon endroit. Et je peux vous assurer que le réflexe humain le plus naturel quand vous sortez d'un lieu de détention où vous venez de rencontrer des détenus torturés, c'est de crier votre colère sur les toits, de crier votre indignation sur les toits. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Nous le faisons parfois, mais pourquoi ce n'est pas ça le standard principal du CICR? Parce que cette visite aux détenus, il faut la reproduire, il faut la poursuivre le lendemain, la semaine suivante, le mois suivant, etc. Et je ne vous le dis pas parce que je pense que c'est la seule façon qu'on peut de le faire, mais c'est notre façon. Nous préservons cet espace-là et j'en suis convaincu parce que je sais qu'il y a de très nombreux endroits sur cette planète où je ne me serais jamais rendu si je n'avais pas opté pour la neutralité, que ce soit à Ayacucho, à Kandahar, à Alep, à Gaza, dans plein d'endroits où je ne serais jamais allé. Et un combattant, un membre du Sentier Lumineux, m'a posé la question il y a de très nombreuses années au Pérou, en me disant au cœur d'un village péruvien dans les Andes, je ne crois pas dans votre neutralité, je ne pense pas qu'on peut être neutre dans un conflit armé, et donc que feriez-vous le jour où vous deviez faire un choix dans une situation de conflit? J'ai dit d'abord, si je n'étais pas neutre dans ma fonction, nous ne serions pas en train d'avoir cette discussion ici. Parce que c'est vrai que ce n'était pas tout à fait connu que des étrangers sortaient indemnes d'une rencontre avec le Sentier Lumineux. Donc, c'est clair que c'est notre façon d'avoir accès aux populations, c'est notre manière, et je crois qu'il faut bien distinguer en ça la neutralité du CICR de neutralité politique. La neutralité du CICR est une neutralité dont l'objectif est d'agir, de permettre l'action. Donc il ne faut pas le voir comme la neutralité où on fait un pas en arrière pour s'éloigner de la controverse. Le CICR, quand il fait acte de neutralité, il fait un pas en avant pour aller se mettre au cœur de la conflictualité, pour chercher à soutenir des populations. Donc c'est un point qui est important, c'est ce qui nous a permis, il y a une année, d'être présent comme intermédiaire neutre et de faciliter la libération de centaines de détenus yéménites de toutes parts. C'est ce qui nous a permis de jouer un rôle à la fin de l'année dernière dans la libération d'otages aux mains du Hamas et dans la libération de détenus palestiniens en mains israéliennes. Et les exemples sont nombreux. C'est donc ça nous rappelle que la façon CICR de faire, c'est que nous parlons à tout le monde. Nous allons nous asseoir avec tout le monde, nous allons dialoguer avec toutes les parties, et c'est véritablement le cas aujourd'hui. Nous sommes en dialogue actuellement avec plus de 350 groupes armés à travers la planète, et là je ne parle pas des armées officielles ni des acteurs étatiques, là je parle des groupes non armés, non étatiques. Il y a un autre point qui, dans l'environnement humanitaire aujourd'hui, est très important, c'est une série d'attentes et de perspectives qui changent par rapport à l'humanitaire. C'est un regard qui est porté dans toutes les parties du monde sur l'humanitaire par rapport à la localisation de l'aide, la décolonisation de l'aide. Donc il y a aujourd'hui des attentes et des perspectives très différentes auxquelles le CICR doit non seulement s'intéresser, nous devons nous investir. Notre nouvelle stratégie institutionnelle pose ça comme un des paradigmes essentiels, sans quoi
l'humanitaire tel que nous l'avons connu jusqu'à aujourd'hui sera, si ce n'est balayé, du moins remis en question de façon très fondamentale. Donc il faut diversifier les perspectives, diversifier le personnel, diversifier les façons de dialoguer avec les différents acteurs au travers de la planète. C'est un élément qui va servir de base pour une réévaluation en profondeur de certaines des pratiques plus conventionnelles, parfois des pratiques qui sont perçues comme imposées de l'extérieur dans les conflits armés, comme condescendantes, comme des attitudes qui aujourd'hui sont considérées comme inacceptables et rejetées. C'est la raison précisément pour laquelle nous pensons que la diversité interne au CICR, que ce soit la diversité du genre, une diversité culturelle, doit être menée avec conviction et enrichie. J'aimerais juste encore passer quelques minutes sur la question que j'ai évoquée tout à l'heure, le lien entre la guerre, la prévention des conflits et la résolution des conflits. J'aimerais juste revenir sur certaines des thématiques que j'ai évoquées tout à l'heure. Ma conviction profonde, c'est que les guerres ne sont pas inévitables. Et pourtant, comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois nous nous comportons de manière trop simple ou trop facile, comme si tel était le cas. Nous abandonnons trop facilement à la logique de la guerre et à l'existence de la guerre. Et c'est ce qui m'amène à dire que le maillon faible en fait, du système international aujourd'hui, c'est la faiblesse des mécanismes de prévention des conflits et de résolution des conflits. Quand je vous disais tout à l'heure que la plupart des contextes dans lesquels nous travaillons, ce sont des conflits de longue durée, dans lesquels le CICR est présent depuis des décennies, ce n'était jamais l'idée originale de l'humanitaire. Et ça nous dit quelque chose sur le fait que soit le monde s'habitue trop à l'existence des acteurs humanitaires, qui permet de subvenir à des besoins dans l'urgence, mais ensuite on s'installe dans une forme d'urgence durable, qui n'est pas l'idée et sur laquelle il faudrait intervenir autrement, sur un plan politique ou autre. Bien sûr, on a aussi le droit d'adresser des questions aux humanitaires eux-mêmes, se dire est-ce que finalement l'humanitaire contribue d'une façon ou d'une autre à prolonger les conflits. Mais fondamentalement, pour avoir vraiment étudié, analysé cette question de manière très attentive, je suis convaincu que ce qu'il faut aujourd'hui explorer d'autres et plus activement le lien aussi entre l'action humanitaire et la paix. Alors, le CICR ne va pas devenir médiateur. Nous ne sommes pas mandatés pour cela. Ce n'est pas notre rôle de négocier les sorties de conflits. Pourquoi ? Parce que quand ça échoue, nous devons poursuivre, être capables de poursuivre le travail. Donc nous ne voulons pas entrer dans la dynamique politique de la négociation. Par contre, il est clair que le travail que nous faisons, par exemple, à l'heure actuelle, où les collègues sont souvent sur les points frontières entre des différentes parties pour, par exemple, les échanges de dépouilles entre les armées qui s'affrontent. C'est un travail que le CICR fait comme intermédiaire neutre. Nous sommes témoins d'un échange de dépouilles entre les parties, mais c'est aussi un moment où les parties sont en dialogue. C'est une reprise de contact entre les parties. C'est une possibilité future d'avoir des gens qui aujourd'hui se battent, qui reprennent, qui permettent, qui résolvent un problème humanitaire aigu comme la paix des morts et la possibilité d'échanger les dépouilles entre eux, ce qui est un signe de respect, de dialogue entre les parties. Ça peut être quelque chose de très important pour une reprise de dialogue plus durable sur des sorties de conflits. Donc ce travail d'intermédiaire neutre du CICR est quelque chose de très important. Mais c'est aussi parce que précisément les conflits durent si longtemps que nous sommes absolument convaincus que ce n'est pas possible pour une organisation comme le CICR de simplement nous adresser annuellement aux États avec notre analyse des dynamiques de conflits et de ne pas attirer leur attention sur le fait que ces conflits-là durent depuis si longtemps et qu'il faut maintenant une action beaucoup plus déterminée pour résoudre les conflits eux-mêmes. Parce que lorsque des guerres éclatent, le travail humanitaire est évidemment important, ça nécessite une attitude saine, beaucoup d'humilité, beaucoup de sincérité. Nous ne sommes pas en fait une industrie, comme c'est parfois évoqué, il n'y a pas l'industrie de l'humanitaire, mais cette action humanitaire, c'est l'expression de notre humanité collective et fondamentale. Et il faut absolument éviter de tomber le plus possible dans des langages aseptisés, dans des terminologies et des acronymes
abscons. Il faut trouver une façon de parler de la guerre qui reste fondamentalement humaine, ancrée dans la réalité des conflits. Chaque génération façonne ça de façon nouvelle. Chaque génération amène une autre façon de penser l'humanitaire. C'est aussi pour ça que, évidemment, dans le dialogue, que ce soit dans des milieux académiques, avec une jeune génération qui rejoint le CICR aujourd'hui, nous savons que notre manière de penser va continuer à évoluer et c'est une chose très importante. Simplement, quand il y a des étudiants qui nous posent la question alors, comment est-ce qu'on peut faire pour rejoindre le CICR, s'engager dans l'humanitaire, la seule chose que je peux vous dire, c'est que si c'est un choix qui est fait, alors il faut être prêt à aller à Mossoul, à Cali, à Mopti, à Kherson, à Djibo, et sur ces différents terrains de conflit, parce que la réalité, c'est que la conflictualité et le travail humanitaire ne s'apprennent pas au siège du CICR. Ça s'apprend sur le terrain, ça s'apprend aux côtés des populations, parce que c'est là que vous savez que vous ne savez rien, en fait. C'est là que vous découvrez combien vous savez peu de choses et combien nos collègues qui sont eux-mêmes et elles-mêmes des collaborateurs qui vivent la conflictualité dans leur propre pays apportent une toute autre dimension à notre travail. Donc parmi les nombreux dilemmes, c'est un peu le point sur lequel j'aimerais terminer, auquel j'ai été confronté pendant toutes ces années de travail dans l'humanitaire. Il y avait une question qui m'a toujours accompagné et qui était présente, une forme d'interrogation fondamentale sur moi-même, mais ça c'est parce que je suis citoyen suisse, et donc mon propre pays n'ayant pas vécu la guerre récemment. Aujourd'hui au CICR, vous avez de très nombreux collègues qui travaillent dans différentes parties du monde, qui vivent la guerre pas seulement comme observateurs externes ou comme humanitaires, mais parce que c'est une guerre qui affecte leur propre pays et transforme leur regard. Mais dans mon cas, la question que je me suis toujours posée, c'est si ce conflit avait lieu dans mon pays, qui aurais-je été ? Ou qui serais-je ? Et je me suis posé cette question parce que la facilité avec laquelle on porte des jugements sur d'autres m'a amené à me poser cette question. C'est-à-dire, qui serais-je si ce conflit avait lieu dans mon pays ? Et bien sûr qu'on aimerait pouvoir répondre avec conviction qu'on serait le défenseur ou la défenseure des droits de l'homme, qu'on serait engagé comme journaliste critique à dénoncer les violations, mais ça, c'est l'hypothèse la moins probable. En particulier, alors là, en l'occurrence aussi comme homme, l'hypothèse la plus probable, c'est que j'aurais été intégré dans un groupe armé, qu'on m'aurait demandé, comme je l'ai souvent entendu dans des témoignages de personnes qui ont connu la guerre, de venir abattre mon voisin parce qu'il se trouve que c'est une personne de l'autre communauté. Et une fois que vous avez franchi ce seuil-là, il n'y a pas de retour. Là, on n'est plus dans la récitation sur les principes fondamentaux, les normes fondamentales. Là, on a franchi un seuil irréparable duquel il est très difficile de revenir. Et je me suis posé en fait cette question parce que, bien sûr qu'on aimerait, comme je l'ai dit, répondre qu'on serait quelqu'un de très héroïque, mais la guerre, ce n'est pas quelque chose d'héroïque. La guerre, c'est quelque chose d'atroce, d'absolument inouï en termes de l'impact que ça a sur les populations, sur les gens et sur les êtres humains. Et donc la seule réponse que j'ai trouvée pour moi-même à cette question, c'est que je ne le sais pas. Et ce n'est pas par manque de courage ou de volonté de répondre à cette question de manière tranchée, c'est juste que je ne crois pas qu'on puisse répondre à cette question par d'une autre façon que l'absence de certitude. Et donc, considérons juste que quand on pense à la guerre, ce sont ces types de facteurs qui sont au cœur des réflexions. Et c'était pour moi un plaisir de les partager avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre Krenbuhl, d'avoir partagé avec nous vos interrogations et les dilemmes de l'organisation qui est sous votre direction aujourd'hui. Je vais passer la parole au public. Des micros vont circuler. Je vous demanderai simplement de vous annoncer, de vous présenter et de poser votre question. Peut-être une question un peu plus personnelle que j'aimerais vous poser pour commencer.
Vous avez cité les 75 ans des conventions de Genève, dont la Suisse et le CICR sont dépositaires. Est-ce une impression ou partagez-vous ce jugement assez communément partagé aujourd'hui que nous vivons une période extrêmement difficile, particulière, où ces conventions humanitaires qui entendaient donner un visage un peu plus humain à la guerre sont aujourd'hui bafouées, ne sont plus respectées. Certains disent même les conventions humanitaires sont mortes à Gaza. Est-ce que vous partagez ce jugement peut-être un peu raide? Alors, si cette hypothèse était juste, alors le droit international humanitaire serait mort de nombreuses fois. En fait, il serait mort peut-être même avant d'avoir été constitué sous les formes actuelles. Certainement, on peut prendre le génocide rwandais que j'évoquais tout à l'heure, des conflits des Balkans et ailleurs. En fait, la liste est longue. Et c'est ça le paradoxe de ces règles, c'est pas la mesure. En fait, ce qu'on pense. Ah ben vous l'avez là. Ouais, je ne sais pas si vous entendez. On pense souvent que ces règles, ça dit quelque chose sur le fait que l'être humain est a priori bon et qu'aujourd'hui on découvre qu'en fait l'être humain est capable des pires horreurs. Mais non, le droit international humanitaire existe précisément parce qu'on sait très profondément qu'en chaque être humain, il y a la capacité de torturer l'autre. C'est ça le droit humanitaire. Le droit humanitaire ne dit pas « je pense à un monde idéal ». Non, le droit international humanitaire, les conventions de Genève nous disent précisément « nous savons ce qui est en chacun d'entre nous comme potentiel de violence face à l'autre ». Et donc on cherche à restreindre et à limiter. Et donc quand on voit le nombre de violations, on doit s'engager avec encore plus de détermination par rapport à leur respect, justement parce que la nature fondamentale, malheureusement, de l'être humain contient cette capacité de violence absolue. Et c'est ça. Et peut-être un autre point qui vaut la peine d'être mentionné, c'est que très souvent, et peut-être que ça s'applique aussi au domaine des droits de l'homme, mais je vais me concentrer sur le droit humanitaire, c'est que ce qu'on constate dans les débats publics ou dans les actions politiques, c'est qu'un pays, par exemple, va se référer aux conventions de Genève avec une énergie particulière quand il s'agit d'adresser une critique à la partie dans un conflit qui est la partie que cet État influence le moins. Et ça, on le voit dans tous les conflits. C'est-à-dire que vous allez avoir tendance à vous référer à dire à la partie à laquelle vous êtes opposé ou que vous n'aimez pas dans une confrontation, ce pays, vous, pays X, vous violez, vous n'acceptez pas, etc. Mais une action courageuse sur un plan politique ne consiste pas à critiquer la partie que vous influencez le moins. Une action courageuse sur le plan politique consisterait à prendre les conventions de Genève et à adresser à vos amis un message d'une grande clarté sur le fait que ces violations-là, vous ne les acceptez pas en votre nom, que vous avez une responsabilité. Donc c'est clair que si le droit humanitaire est utilisé par les partis, surtout pour adresser des critiques à la partie qu'on influence le moins, c'est sûr qu'on n'est pas très bien parti. Donc c'est ça le monde dans lequel nous vivons et c'est ce que nous observons très souvent. Monsieur, oui, le micro va vous parvenir. Merci beaucoup. Antoine, le podcast de Swissbox Conversation. Je voudrais poser la question, parce qu'il me semble que nous savons toutes et tous que les États-Unis et Israël